Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour Québec Nouvelle. Depuis quelques mois, le conflit israélo-palestinien a stimulé des débats passionnés et semble avoir emporté le champ gauche sur le terrain glissant du cautionnement de la violence politique. Dans de multiples manifestations et occupations, des discours faisant l'apologie, voire même la célébration des attentats du 7 octobre se sont multipliés. October 7th is proof that we are almost free. Long live October 7th. Long live the resistance. Long live the Intifada. Long live every form of resistance. D'une manière générale, la vision intersectionnelle et décoloniale de nombreux militants les fait supporter jusqu'aux groupes terroristes et États voyous sous prétexte qu'ils s'opposent à l'impérialisme américain et au sionisme. Et dans de nombreux de ces campements, sur les campus américains et canadiens, les tentatives de démantèlement ont donné lieu à des débordements de violence. Plus récemment, ce sont des objets incendiaires qui ont été trouvés sous la machinerie du chantier de Nordvolt, en plus de quelques autres cas de vandalisme. C'est alors une situation tout à fait étrange. Des écologistes tombent carrément dans l'écoterrorisme contre une usine de batteries qui sert à stimuler la transition verte, sous prétexte que ce n'est que de l'éco-blanchiment et que l'usine détruira la nature. Les barbares, on a plusieurs pays en ont. Nous, on en a quelques-uns. On va espérer les chasser. On peut passer la nuit à tenter d'expliquer le raisonnement derrière chacun de ces coups d'éclat militants, mais une chose nous apparaît toujours instantanément claire. La gauche est irrésistiblement attirée par la violence politique et en a un long historique. Puis ça, il faut comprendre. Les écolos radicaux, ça touche à la mouvance d'extrême gauche, ça touche aux antifas, ça touche à des gens qui ont, normalement, ils ont carte... Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est l'immense complaisance des médias et d'une partie des services policiers pour ces gens-là régulièrement. On trouve toujours des excuses à leur violence. On trouve toujours qu'il y a une forme de... Il y a une cause noble derrière leurs actions regrettables. Là, on a vraiment ces groupes-là. On voit jusqu'où ils sont prêts à aller dans leur esprit. Dans leur esprit, c'est pas du développement vert ou développement durable, c'est du développement. Or, on est devant des gens qui sont des anticapitalistes radicaux, on est devant des gens qui sont très probablement favorables à la décroissance musclée. Donc, il faut juste savoir que cette mouvance-là existe dans notre société et la prendre au sérieux. Mais on a la mauvaise habitude de ne pas s'intéresser à cette mouvance antifa extrême-gauche. Or, elle est capable d'aller très loin. Elle se donne le droit d'utiliser de la violence. Je me permets de dire, en Europe, il y a des théoriciens de cette mouvance-là qui ils appellent ça le désarmement ou la riposte environnementale. Donc, il faut défendre la planète contre ceux qui l'agresseraient, puis ils se donnent le droit de détruire des infrastructures. Et puis ils disent qu'ils oui, se donneraient même le droit d'attaquer les gens si nécessaire. Donc, il faut juste prendre au sérieux les gens qu'on a devant nous. C'est plutôt simple. On peut résumer grossièrement le spectre politique en distinguant un camp qui souhaite renverser l'ordre ancien, la gauche et les progressistes, et un autre qui veut le protéger, la droite et les conservateurs. De la sorte, il est évident que le camp dont l'objectif est de renverser le système sera plus intéressé par les révoltes, les révolutions, les guérillas, tandis que l'autre ne fera que se mettre derrière les autorités officielles sans s'impliquer dans le conflit. C'est dans l'ADN de la gauche de se rebeller. La seule différence en notre époque, c'est que le pacifisme et la non-violence ont largement réussi à rendre ces révoltes inoffensives en confinant leur expression à des actions symboliques. C'est-à-dire que désormais, par respectabilité du mouvement politique, au lieu de réelles révoltes ou d'émeutes, on fait des manifestations. On manifeste physiquement l'idée de la révolte, sans plus. Mais ça ne veut pas dire que les actions militantes de la gauche sont exemptes du risque de tomber dans la violence. En fait, elles augmentent considérablement les chances d'en déclencher. Même si le mot d'ordre est officiellement à la non-violence, il n'en est rien et on remarque que les manifestations et occupations flirtent toujours avec les limites et qu'il se trouve toujours un militant pour dépasser les bornes avec le soutien hypocrite de ceux qui n'osent pas mais acquiescent en silence. Secrètement, le gauchiste rêve encore au grand soir, à la révolution glorieuse ou à la limite de recréer une sorte d'ambiance digne de la fin des années 60. Les représentations du combat militant à gauche sont immanquablement imprégnées de romantisme politique et de violence militante. On fantasme les soulèvements populaires, les bannières au vent, les barricades parisiennes. Les manifestations sont des mises en scène, des sortes de pièces de théâtre militants qui imitent, l'espace d'un instant, ces tableaux romantiques de l'épopée révolutionnaire. Les révoltes ouvrières, les guérillas communistes, etc. Mais la réflexion s'arrête là, dans une sorte d'hypocrisie qui fait complètement occulter l'extrême violence que représentent réellement ces événements. On fait mine d'oublier que les révolutionnaires français célébraient avec des têtes décapitées au bout de leur lance.
Les barricades dans les rues, qui servent alors un véritable objectif stratégique dans un état de guerre civile, ont mené au concept d'occupation et de blocage de rue en notre époque, qui n'a aucun réel objectif stratégique, qui signifie vaguement qu'il s'agit d'être disruptif ou de se faire entendre, mais on ne va jamais au bout de la logique de cette rébellion. En d'autres mots, les manifestations en notre époque sont des simulacres de violence politique, et malgré le fait que ce soit largement du théâtre, ça a quand même l'effet de rendre la violence politique désirable dans la mouvance politique de gauche. Pour ce qui est des sabotages éco-terroristes de Nordvolt, encore une fois, rien de nouveau. La gauche a toujours eu recours au sabotage et au vandalisme. On peut bien remonter jusqu'aux Luddites qui, au début du 19e siècle, détruisaient les machineries d'usine comme moyen de pression. De nombreux gens de gauche s'en revendiquent encore ouvertement et ce type de résistance par le vandalisme est encore cautionné dans de nombreuses mouvances, même mainstream, du moment où la victime du vandalisme est considérée comme un représentant d'une forme de domination. Qu'on pense seulement au Black Bloc et aux fameux arguments que les banques peuvent très bien se payer une nouvelle vitrine, la fracasser est juste un symbole. L'esprit vandale est bel et bien présent dans les manifestations de gauche, en latence quelque part et prêt à se révéler à tout moment. Et je vous le dis par expérience, nombreux sont ceux dans ces manifestations qui sont seulement pacifiques, mais qui aiment secrètement le thrill que leur procure le fait de voir les Black Blocs faire ce que eux n'osent pas faire. Les manifestations de gauche ne peuvent réellement se dissocier de leurs éléments plus radicaux. La vaste majorité apprécie la diversité des tactiques et cautionne secrètement ces groupes. N'oublions pas non plus que le deux poids deux mesures est flagrant quand vient le temps de dénoncer les régimes les plus sanglants de l'histoire. La dénonciation claire du fascisme à droite est sans équivoque et jamais il ne viendrait dans l'idée de quiconque d'arborer l'une de ces imageries. Il en va tout à fait autrement chez les communistes et une bonne part des socialistes qui n'hésitent pas à arborer la fossile et le marteau, des portraits de Staline, Lénine, Che, etc. Soit ils les portent ironiquement, ce qui démontre leur immaturité de se moquer de telles tragédies, ou soit ils le portent parce que le vrai communisme n'a pas été essayé. Et on ne se gêne pas de faire toutes sortes de contorsions pour excuser les régimes cubains, iraniens, nord-coréens, etc. Combien de bases américaines au Moyen-Orient? Oui, mais l'embargo américain. Oui, mais l'Iran ne fait que protéger la Palestine des sionistes. C'est toujours la faute d'un autre et les pires régimes et mouvances politiques sont toujours légitimés dans leur usage de la terreur. On fait de tout terroriste un résistant et de tout régime voyou un vénérable non aligné. Il est grand temps que la gauche fasse un exercice de conscience et réalise l'étendue de sa contribution à la radicalisation des générations montantes. Elle doit faire un mea culpa et revoir intégralement sa relation malsaine avec la violence politique. La pièce de théâtre a assez duré. On y voit pas moins de 600 jeunes réunis dans une université à ce qu'on appelle l'École marxiste de Montréal. Et c'était en fait le lancement d'un nouveau parti politique, le lancement du Parti communiste révolutionnaire. On n'est pas là pour, par exemple, vendre des cartes de membres pour être élu aux 4 ans, des choses comme ça. Non, c'est vraiment un parti fait pour les militants, par les militants. Au lieu de se modérer, de se recentrer, moi je pense que c'est un peu ça qui se passe dans Québec solidaire. Le Centre de prévention à la radicalisation, ce groupe n'est pas inquiétant. Au contraire, il recadre de la démocratie. Cette organisation-là, effectivement, est assez dynamique, là. C'est assez impressionnant. On n'avait pas vu ça depuis assez longtemps ici, des rassemblements explicitement communistes. On veut transformer la société puis régler certains problèmes de façon radicale. Puis après ça, on ouvre le débat. L'immense complaisance des médias et d'une partie des services policiers pour ces gens-là régulièrement. On trouve toujours des excuses à leur violence. On trouve toujours qu'il y a une forme de... il y a une cause noble derrière leurs actions regrettables.